Donc bonjour Didier, Oui. merci de nous recevoir dans ton atelier. Oui, merci. Donc, tu es illustrateur international aux multiples univers. Tu as illustré des éditions telles que 20 milieux sous les mers. Comment t'es venue l'envie et l'idée même d'illustrer un des plus grands romans de Jules Verne? L'idée c'était simple, comme beaucoup. J'ai eu envie de le faire déjà j'avais envie de le faire depuis longtemps. Et puis je l'avais proposé aux éditions Grune une première fois, et puis il n'y avait pas eu trop de retours. Et puis 2 ans après, ils m'ont rappelé en disant tiens, tu nous avais parlé de ce projet et ça nous intéresserait de le faire. C'était en 1999 à peu près, ou 2000. Donc c'était la première fois qu'on me proposait d'illustrer un tel roman, et avec une liberté relativement totale. C'est-à-dire pas de limite de nombre de dessins. Donc là je me suis plongé dedans avec délice. Et ça a été vraiment une très belle période. Et je crois que c'est finalement les meilleurs moments que j'ai connus dans l'édition, c'est d'avoir cette liberté de création et de pouvoir me plonger dans cette aventure. Je vivais Jules Verne, j'ai vécu Jules Verne pendant 9 mois. Et j'avais vraiment beaucoup de plaisir à me remettre au travail tous les matins. C'était terrible. À ce moment-là, ma femme était enceinte. C'était vraiment une très très belle période. Et donc 9 mois après aussi, le livre, les illustrations étaient terminées. Et voilà. Donc ça a donné un livre qui a été quand même assez vu. Et puis voilà, par la suite, il y a eu une mystérieuse qui a suivi. En 2012, tu publies avec Xavier Mauméjean De Vapeur et d'Acier. Qu'est-ce qui t'a amené au steampunk et comment l'as-tu imaginé? Alors ce que je te disais tout à l'heure, c'est que je n'aime pas être catalogué. Quand on voit les univers que j'ai pu illustrer, il y a une sorte d'idée du classicisme de l'univers. C'est-à-dire que la fantaisie, c'est la fantaisie. Jules Verne, pour moi, c'est du fantastique rétrofuturiste. Je suis finalement assez attiré par les auteurs du 19e siècle, au début 20e. Je voulais illustrer à une époque Frankenstein, mais comme je suis un fan de Bernie Wrightson, je me suis dit non, là, quand j'ai vu ce qu'il faisait, je me suis dit bon, on va attendre un peu. Voilà, et puis tous ces univers-là, finalement, c'est des univers que j'ai aimés quand j'étais beaucoup plus jeune. Je suis un enfant des années 70, donc du coup il y avait un développement dans plein de choses qui étaient très varié, et du coup j'aime pas l'idée d'être catalogué dans un genre. Je dirais que j'ai envie de toucher à plein de choses, et pour moi c'est pas du steampunk, c'est du fantastique 19e, voilà, avec un peu 18e aussi par moment comme on voit derrière. La fantaisie pour moi c'est aussi l'histoire arthurienne, c'est le mythe, c'est les voyages des conquistadors, c'est tout ça. Tu utilises beaucoup de cadrage avec des plans en plongée, contre-plongée. Est-ce que c'est pour toi une façon de faire ressortir le côté surdimensionné du steampunk, Oui. ou est-ce que c'est une marque plus personnelle? Il y a plus de plongée que de contre-plongée, je pense. C'est ma vision des choses, je sais pas. C'est vrai que quand je faisais Jules Verne, par exemple, j'aimais bien retrouver, alors ça c'est encore un cadrage un peu différent, mais des petits personnages dans des univers qui les dépassent, des grands univers, qui soient juste des spectateurs et qui, voilà, ils sont perdus au milieu d'un truc beaucoup plus grand qui les dépasse. Donc ça, j'aimais bien cette vision qu'on voyait chez Rioux, voilà, dans les gravures pour les Hetzel. Donc je vais adopter peut-être une posture différente quand je vais faire du steampunk. J'aime bien être au cœur par exemple, de la ville. Voilà, des choses autour aussi qui nous encerclent. C'est peut-être du domaine du pathologique, j'en sais rien, de la psychologie, je sais pas. Mais ouais, le fait d'avoir quelque chose qui soit plus grand et qui nous dépasse m'attire. L'homme, enfin, on se rencontre avec tout petit. Et après, dans le steampunk, ce qui m'intéresse effectivement, c'est peut-être il y a le chien qui vient.
c'est des machines ou des choses qui sont créées par l'homme, mais qui sont peut-être qui le dépassent un peu. J'aime bien cette vision un peu aussi noire du steampunk. La machine qui peut servir à explorer, et puis qui peut aussi finalement peut-être asservir l'homme d'une certaine manière, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Oui, j'ai pu remarquer que tu faisais beaucoup de machines qui transportent les hommes, qui voyagent, oui. qui permettent à l'homme justement de se déplacer. Voilà, ouais, j'aime bien ça. Est-ce que c'est un thème que tu Oui, que j'aime tu bien. Et puis c'est à l'image de Jules Verne. Ça peut être aussi bien comme Robur le Conquérant, quelque chose qui amène dans des contrées inexplorées. Voilà. Et puis ça peut être aussi une machine qui peut devenir dangereuse, puis transformer l'homme pour le maître du monde, par exemple. Voilà. J'aime bien cette dimension du golem, quoi, quelque chose qui peut être fait pour le bien aussi pour le mal. Et puis dans le steampunk tel que moi je le vois, dans les villes, il y a ce côté enfermement de la ville. Voilà, les personnes se retrouvent piégées dans une espèce de labyrinthe, dédale de tours. Voilà. Et je suis quelqu'un qui ne vit pas à la ville, donc du coup je perçois la ville peut-être comme ça aussi, quelque chose qui est bien quand on y passe quelques jours. Par contre, peut-être qu'au niveau quand on y passe plus de temps, peut-être que ça devient quelque chose qui vous met sur des rails, quoi. Vous êtes obligé de faire ça, voilà, je sais pas, qui devient quelque chose de plus monstrueux. Ouais. De manière plus personnelle, quelles sont tes influences artistiques lorsque tu imagines de nouveaux mondes à explorer? Ça peut venir de plein de trucs. J'avais fait dans les Chevets de la Table Ronde, par exemple, j'avais représenté un arbre que je voyais quand je revenais de Bretagne en voiture. Il y avait une espèce de grand chêne au milieu d'un champ, et pour moi, c'était, voilà, je me disais, il faut que je fasse une image avec ça. Donc ça a été une base d'image. J'ai ici des maquettes, voilà, que tu as peut-être vu tout à l'heure dans la cuisine. Il y a une maquette, je m'en suis servi pour faire l'avant de ça. Après, ça reste une interprétation, je rajoute des choses. Donc il y a ça. Après, il va y avoir inévitablement le cinéma dont je ne m'inspire pas directement, je dirais, parce que je refuse tout ce qui est capture d'écran, choses comme ça. Ça m'intéresse pas. Par contre, je pense que ça a quand même une influence. On a quelque chose qui reste dans la tête. On a des images qui marquent et qui ressortent, qu'on digère et qui ressortent d'une certaine manière, d'une autre façon, quoi. Il va y avoir l'influence des paysages beaucoup chez moi. Je le dis à chaque fois, mais ça devient un peu pénible pour les autres, mais j'adore l'Écosse, donc c'est un pays qui m'avait, avec les grands ciels, j'ai des milliers de photos sur mon PC de ciel, même d'ici, qui me servent aussi de base des fois pour mon travail. Ça peut être juste, enfin je sais pas, c'est quelque chose que je ressens. C'est très personnel, il n'y a pas de alors je vais faire ça, non, voilà, ça peut partir des fois d'un petit élément qui m'inspire, et puis autour je vais construire autre chose et créer une histoire à partir de là. Voilà. Et après évidemment la littérature, ça c'est évident. Ouais, c'est à peu près tout. Tu travailles sur de nouveaux projets? Là je suis en train de préparer une prochaine exposition à la galerie Maguen. Et puis probablement un autre livre steampunk avec tout ça. D'accord. Mais c'est vrai que là je privilégie l'expo en premier et le livre derrière, ce qui n'était pas mon cas il y a quelques années, oui. où je faisais vraiment un métier d'illustrateur, c'est-à-dire illustrer du texte, ou alors créer des images pour faire un livre. Là je fais des peintures pour les exposer, et derrière faire un livre, un catalogue. Quand tu peins justement, tu crées une histoire derrière toi-même, ou c'est suite à une commande ou un échange avec un... Non, ça c'est totalement personnel. Un auteur. C'est comme je le sens, il y a des fois, je vais imaginer une image, faire un petit crayonné, un truc, et puis finalement, puis je sais pas, j'ai autre chose à faire à ce moment-là, emmener les enfants à l'école et ainsi de suite, ou le sport, bon. Et je me retrouve 2 jours après avec ce crayonné, et ça y est, l'envie est passée. Donc du coup, je laisse tomber et j'attends que ça revienne. C'est-à-dire que j'ai ce luxe de pouvoir me permettre de travailler, entre guillemets, quand vraiment je sens que c'est le moment. Voilà, et donc...
voilà, c'est en fonction vraiment des inspirations. Parfois, je sais pas, j'ai ça qui était un peu plus facile à faire que ce qu'il y a derrière, par exemple. Donc je vais alterner des fois des vues de ville qui sont plus complexes au niveau de l'architecture, avec des choses comme ça qui pour moi sont plus simples, entre guillemets, parce que là, je veux dire, là, il n'y a pas besoin de tirer des lignes de manière systématique. Voilà. Il y a une certaine liberté dans le ciel, parce qu'on peut faire naviguer les éléments et rééquilibrer d'une autre manière. Ça. Et puis parfois je vais me lancer sur une toile comme ça, en me disant là je sais pas trop ce que je vais faire, j'ai une vague idée, mais c'est juste une espèce de toile défouloir, un peu comme ce qu'il y a derrière, c'est un truc. Voilà, ça permet aussi de vraiment de canaliser l'énergie quand j'en ai besoin, et puis de me lâcher quand j'ai passé une semaine sur des petits machins, pouvoir partir sur une toile plus lâchée. Voilà. Finalement ça se gère, c'est pas juste oh il fait de la peinture, il s'éclate tout le temps, c'est pas vrai. Et il y a des moments où on n'en peut plus. Donc il faut arriver à. Là j'arrive à mieux gérer mon temps qu'il y a quelques années, où il fallait être un peu la tête dans le guidon, dans les couvertures et tout ça. Maintenant je sais quand c'est le moment ou pas, je sais quand je peux y aller, je sais pas moi, par exemple si j'ai juste 1 heure devant moi, si j'ai un ciel à faire, c'est sûr que je vais peut-être pas risquer de me lancer dedans, parce que je vais être interrompu en plein milieu. Voilà, c'est de la gestion de temps et canaliser son temps et bien connaître ses émotions aussi au moment où on le fait. Voilà. C'est-à-dire que si je pars sur une toile soi-disant plus colorée, un peu gaie et tout, et que je suis pas bien dans la peau, je vais peut-être éviter de le faire. Ouais. C'est aussi ça. C'est pas. Enfin, je pense que chaque peintre, chaque illustrateur ont leur truc. J'admire ceux qui sont insensibles ou du moins qui sont imperméables aux émotions, parce que je pense qu'il y en a qui arrivent à créer, à produire systématiquement, mais c'est quand même assez rare. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ta façon de justement. Enfin, dans le steampunk, je pense jamais à mettre une coque de bateau, par exemple. Alors ça, à chaque fois, je vois des zeppelins avec un vrai zeppelin. Pour moi, le steampunk, j'adore. Pour moi, ça. Enfin, alors ça, en fait, cette toile-là, c'est plus un mélange steampunk et fantasy. C'est-à-dire que. Alors je me suis rendu compte qu'en fait, il y en a plein. Je regardais la dernière fois, je tombais à la télé sur le film Les Trois Mousquetaires, mais la version récente. Voilà, j'ai vu ça, il y avait un truc, quoi. Bon, c'est ce qu'on voyait dans les jeux vidéo, c'est Assassin's Creed et tout ça, c'est des trucs qui sont mélangés. Mais je faisais déjà des trucs comme ça avant, donc bon, bah voilà. Je me suis rendu compte aussi que dans le Bator, il y en avait. Ouais. Il y a un moment, oui, c'est vrai. Sa copine qui est pirate aussi, là. Là, ça, il y a un bateau qui est dessous. Et lui, il a son truc qui est vraiment un vaisseau, mais il y a une copine qui a une espèce de zeppelin moderne avec une coque dessous. Donc je pense que ça m'a. Voilà, j'ai rien inventé en faisant ça. Par contre, ce que j'aime bien, c'est vraiment travailler les bateaux un peu. Ne pas trop les déstructurer, en tout cas pour celle-là. Vraiment garder une structure à peu près logique. Couper juste les mâts pour pouvoir inclure le truc. Bon, après on se demande pourquoi il y a ça en dessous, parce que là ils ont largement la place, a priori. Mais bon, peu importe, c'est de la fantaisie. Mais mélanger plutôt le 18e qui est assez intéressant, je trouve. J'aime bien les bateaux du 18e, j'aime moins les bateaux du 16e qui sont vraiment trop une grande caravane. Les 18e ils sont plus lourds, et puis 17e c'est pareil, ils sont des gros trucs. Je trouve que c'est moins bon. Voilà.